Peut-on jouir dans un monde qui va mal? La question est incongrue car nous sommes complètement insignifiants à l'échelle de l'univers. Notre Soleil n'est qu'une étoile parmi 200 milliards d'autres étoiles dans notre galaxie. Et devinez combien il y a de galaxies dans l'univers? 170 milliards. Nous sommes aussi insignifiants en termes de temps. Pour se représenter la durée de l'espèce humaine dans l'histoire de l'évolution de l'univers, l'astronome américain Carl Sagan a inventé l'idée du calendrier cosmique. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement les 13,8 milliards d'années de l'histoire de l'univers compressées en une seule année. Le Big Bang est au 1er janvier et notre présent est au 31 décembre à minuit. Notre Voie lactée apparaît à la mi-mars et la vie apparaît à la fin septembre. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que l'espèce humaine n'apparaît que le 31 décembre à 22h30. Les plus cyniques diraient que nous sommes surtout insignifiants parce que nous allons tous mourir. Je ne veux pas dire juste nous en tant qu'êtres humains, je suppose que vous le saviez déjà. Enfin, j'espère. Je veux dire que notre Soleil va mourir. Et en fait que toutes les étoiles, dans toutes les galaxies, finiront aussi par épuiser leur carburant nucléaire et mourir. Ça veut dire que l'univers deviendra sombre, froid et finira par mourir. Oui, l'univers va mourir. Voilà, merci. Ce que j'aimerais qu'on fasse ce soir, c'est un petit exercice de pensée, un peu inhabituel. Moi, je suis philosophe et mon métier, c'est de tenter de répondre aux questions ultimes de l'humanité. Et la question qui me fascine et me passionne le plus est quel pourrait être le rôle de la vie intelligente dans un futur très très lointain. Mais d'abord, comment peut-on penser le futur? Malheureusement, la vision la plus répandue du futur est celle de l'effondrement. C'est l'idée que les civilisations se développent et s'effondrent. Pour éviter cela, beaucoup soutiennent qu'il faut faire de la décroissance, qu'il faut se discipliner et créer une civilisation stable et durable. Mais ces deux visions pourraient être en fait que très partiellement correctes. En effet, s'il est vrai que les civilisations s'éteignent, de nouveaux systèmes permettent aussi une nouvelle croissance. Et il faut aussi stabiliser cette croissance pour ne pas que le système s'effondre à nouveau. La dynamique qui en résulte est une dynamique de transformation, et plus précisément une dynamique de transformation successive. Cette dynamique est bien connue dans l'innovation technologique, mais elle s'applique aussi à l'évolution biologique du passé. Ce soir, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le passé, c'est le futur. Quelles pourraient être les transformations du futur? Alors là, je vous propose d'accélérer notre voyage dans le grand futur. On va entrer dans une zone grise, un peu entre science, science-fiction et philosophie. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Tout d'abord, pensez à la globalisation, à Internet, à l'intelligence artificielle. On a l'impression que ces innovations ne forment qu'un immense réseau planétaire de plus en plus intelligent. Ce réseau fusionne peu à peu l'ensemble de la planète, faisant émerger quelque chose de nouveau, d'inédit, l'avènement d'un super-organisme planétaire. Au fond, il ne lui manquerait plus qu'une sorte de conscience, ce que Pierre Teilhard de Chardin a appelé la noosphère. Mais essayons d'aller plus loin. Pour que cette noosphère continue à évoluer, comme tout organisme en croissance, pour qu'elle devienne une entité mature, elle devra utiliser beaucoup plus d'énergie. C'est tout naturel car les organismes vivants ont toujours eu tendance à exploiter l'énergie dans leur environnement. Où est-ce que la noosphère pourrait-elle trouver son énergie? Dans le Soleil, bien sûr. Au fond, on est un peu comme une sorte de planète plante qui reçoit un tout petit peu d'énergie du Soleil. Mais bon, la planète plante, c'est un peu plan-plan.
essayons d'imaginer ce que pourrait être une planète animale. Comme un animal, elle irait chercher activement sa nourriture. C'est-à-dire qu'elle ne recevrait pas juste simplement l'énergie passivement du Soleil, elle irait puiser son énergie directement au cœur de son étoile. Elle la mangerait et deviendrait donc stellivore. Le mot vient du latin et signifie « mangeur d'étoiles ». Alors les fans de science-fiction ont peut-être déjà vu une version de ce procédé dans Star Wars, épisode 7, où une base sidérale dérobe la puissance d'une étoile pour en faire une arme démesurée. Mais est-ce uniquement de la science-fiction? Eh bien non. Il se trouve que depuis les années 60, les astrophysiciens ont détecté des objets denses qui absorbent l'énergie de leur étoile compagnon. On n'a pas de preuve que ce soit des objets vivants, mais mon travail consiste à tester cette hypothèse des stellivores. Si l'hypothèse était validée, on pourrait même aller encore plus loin. Une civilisation stellivore pourrait manger au cours de millions, voire de milliards d'années, non pas juste une étoile, mais plusieurs étoiles dans sa galaxie. Cela dit, aussi puissantes, aussi persistantes et aussi évoluées que ces civilisations stellivores puissent devenir, elles seront quand même toutes confrontées à la mort de l'univers, à la fin ultime. Existerait-il un moyen de déjouer ce scénario funèbre? Autrement dit, une civilisation hyper évoluée pourrait-elle passer outre la mort de l'univers? Pour relever ce défi, elle pourrait s'inspirer des mécanismes de la biologie. En effet, tous les organismes vivants naissent, croissent et finissent par mourir. Mais ils ont aussi une stratégie universelle pour passer la flamme de la vie, la reproduction. Aussi, une civilisation ultime pourrait utiliser toute sa puissance, tout son savoir, toute sa technologie, toute sa sagesse pour produire un nouvel univers et déclencher un nouveau Big Bang. Ainsi, la vie et la complexité pourraient continuer. J'ai conscience qu'on est allé loin, très loin. Mais pourquoi est-ce que c'est fondamental? Ce voyage dans le grand futur nous permet de tirer deux grandes conclusions. La première, c'est que la mort de l'univers est en fait garantie par les lois de la physique. En particulier par le deuxième principe de la thermodynamique, qui dit que la quantité totale de désordre, ou l'entropie, ne peut qu'augmenter. Ça veut dire que tout se dégrade, tout devient plus froid et finit par mourir. Les physiciens concluent généralement que la vie n'est qu'un accident dans l'univers, qui n'a ni but ni sens. Ils ont donc raison, de ce point de vue-là, de dire que nous sommes insignifiants. Mais on l'a vu, l'univers ne crée pas seulement du désordre, il crée aussi de l'ordre, de la complexité. Et c'est évident si on regarde l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre depuis ces 4 derniers milliards d'années. On est passé de simples cellules à notre incroyable société technologique actuelle. Donc, notre place dans l'univers a un sens si nous regardons au-delà de la vision des physiciens, à travers le prisme des sciences de l'évolution, de la vie, de la complexité. Notre place dans l'univers a aussi un sens, car nous participons à une transformation planétaire vers une noosphère, vers une sphère de la pensée. Et on est sans doute qu'au tout début d'une aventure cosmique beaucoup plus grande et beaucoup plus riche que tout ce qu'on peut imaginer. Notre place dans l'univers a un sens parce que nous pourrions même être un maillon fondamental de ce qui pourrait sauver l'univers de sa propre mort. Au fond, le récit de l'univers, c'est aussi simple qu'un bon film d'action. Le méchant, c'est l'entropie, l'inévitable augmentation du désordre, du chaos. Le gentil, c'est la vie, l'augmentation de l'ordre, de la complexité. Et d'après vous, qui va gagner à la fin? Merci.